Bonjour. Je vais vous parler de Madagascar, mais vous aurez compris, après l'intervention de mes deux collègues, que l'assurance est une nouvelle frontière en Afrique et dans beaucoup de pays où ce n'était pas aussi développé auparavant, que ce soit donc contractualisé par les États ou par les individus, les personnes physiques et morales. Ce que je vais vous présenter tout de suite, ça va être un autre point de vue, c'est le point de vue d'un pays et donc du point de vue des risques, de la prévention des risques et de comment coordonner les réponses. Du point de vue de Madagascar, un pays de 23 millions d'habitants aujourd'hui, avec un territoire immense, plus grand que la France et le Luxembourg, est situé dans le canal du Mozambique, autoroute du pétrole, et l'un des gisements gaziers les plus importants au monde, découvert en 2008. Et donc la situation a complètement changé en quelques années par rapport à ce que nous avions comme déterminant auparavant. Quel est le paradoxe de la situation à Madagascar? Il y a donc un vrai paradoxe, effectivement, de richesse immense, avec des fragilités cumulées, une dépendance financière notamment forte, et une transition politique, je pourrais même dire des transitions politiques qui sont récurrentes et qui sont donc qui génèrent des crises. Les ressources d'abord. Les ressources naturelles sont très importantes. Madagascar est un hotspot de biodiversité, tout le monde le sait, en eau, en forêt, et aussi en minerais et hydrocarbures, comme je vous le disais à l'instant, pas seulement offshore, mais onshore, et qui commencent à être exploitées depuis quelques années. Les ressources humaines, elles sont aussi très importantes. Madagascar a une population laborieuse. Les agriculteurs travaillent énormément avec peu de moyens, mais sont très laborieux. Et 12% seulement de la population est salariée. C'est une population qui est aussi éduquée. Il y a des écoles, le rôle des églises, des médias, avec une culture populaire réelle, vivace, et une alphabétisation importante, même si l'illettrisme gagne depuis quelques années. Et enfin, de vraies ressources politiques, parce que depuis la fin du XXe siècle, le XXIe siècle, une nation qui s'est consolidée, qui s'est révélée aussi à travers les crises, et un État qui est ancien, un appareil administratif qui ne s'est jamais effondré malgré les crises récurrentes. Donc voilà la situation paradoxale de Madagascar, avec des relations internationales qui se sont, depuis donc 2 ans maintenant, remise sur les rails, puisqu'il y a eu la crise politique suite au coup d'État en 2009 qui a fait que les sanctions internationales donc, ont généré une crise diplomatique, enfin où les sanctions internationales étaient corollaires d'une crise diplomatique qui ont suspendu tous les financements internationaux à Madagascar, sauf les financements humanitaires. Vous comprendrez donc que ce qui nous a intéressés en tant que chercheurs dans la situation de ces dernières années, c'est de comprendre ce qui se passe donc en termes de transition humanitaire pendant la transition politique, ou encore mieux, l'interaction entre ces deux phénomènes, une transition politique liée à un coup d'État avec un évitement des élections et une transition humanitaire avec une situation de vulnérabilité extrême. Pourquoi? Parce que dans ce paradoxe-là, il faut bien savoir que Madagascar est aussi un pays parmi les pays les moins avancés et dans les 5 pays les plus vulnérables aux aléas climatiques. C'est pour cela que nous retrouvons une situation donc où la pauvreté, les inégalités, les fragilités sont cumulatives. Et avec les crises politiques qui se sont succédées, notamment celle très longue entre 2009 et 2014, liée à une crise diplomatique, eh bien, le problème qui se pose est évidemment un surrisque, pas seulement le risque climatique, mais un surrisque politique et sécuritaire. Et c'est ce qui nous a beaucoup intéressés pour nos recherches, pour comprendre le cas de Madagascar, en sachant que ce n'est absolument pas unique dans le monde. Ce sont donc des situations que nous retrouvons sur tous les continents et spécialement en Afrique ces dernières années. Et donc, nous avons étudié tout cela à travers cet organisme qui est un organisme de l'État, le BNGRC, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, qui existe depuis longtemps et qui s'est retrouvé donc confronté pendant la crise à cette situation paradoxale dont nous parlions à l'instant, en étant un des organismes qui allait gérer les seuls financements extérieurs qui allaient arriver à Madagascar, c'est-à-dire les financements humanitaires, alors que tous les autres financements internationaux, officiellement en tout cas, étaient suspendus.
Ces financements humanitaires publics, multilatéraux, bilatéraux, issus des relations internationales, sont gérés évidemment par le régime de facto qui administrait le pays à l'époque, et on pouvait donc penser que le BNGRC allait avoir la haute main sur ce qui a été considéré par certains comme un pactole, une ressource politique importante dans le contexte de crise et du régime de transition de l'époque. Et c'est ce que nous avons voulu explorer donc pour vérifier si cela s'est réellement passé ainsi. Qu'est-ce que nous avons découvert? Nous avons découvert d'abord un contexte. Ce contexte-là, c'est une dépendance financière extrême de Madagascar, qui n'est pas le seul dans ce cas, et qui pourrait donc aussi nous inspirer pour comprendre ce qui se passe dans d'autres pays. Cette dépendance financière, les bailleurs de fonds internationaux en 2009, mais cela existe depuis très longtemps à Madagascar, ça fait des décennies donc que cela est à peu près à ce niveau-là. Les sources du budget de l'État sont à 70% issus des bailleurs de fonds internationaux. Donc cette dépendance extrême du budget de l'État est, on peut dire, structurelle si on regarde le temps long. D'autre part, sur le court terme, on peut considérer un autre type de dépendance, puisque les bons du Trésor malgaches sont essentiellement, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, mais en plus spécialement dans toutes les périodes de crise, si on regarde l'histoire financière et économique de Madagascar, essentiellement financés par les principales banques de la place. Et ces principales banques sont françaises. Les impôts, faible assiette fiscale, le taux de recouvrement lui aussi est très faible. Par contre, les principaux contribuables sont les grandes firmes multinationales et les grandes entreprises étrangères. Donc une dépendance financière extrême à divers égards, avec des partenaires humanitaires qui apportent un autre, entre guillemets, pactole, celui de l'aide humanitaire des petites associations, mais surtout des grandes ONG internationales et des réseaux multilatéraux, notamment le réseau onusien. Nous avons essentiellement donc ceux qui travaillent, les partenaires du BNGRC, le PNUD, OCHA, PAM, qui est très à l'œuvre dans le système ARC, l'ONG, les ONG avec des ONG très actives donc du point de vue de l'action à Madagascar, les ONG confessionnelles, CARE International, le Catholic Relief Service et la Croix-Rouge, pour donner quelques exemples. Nous avons aussi les réseaux d'ONG des États. Les Américains, avec l'USAID, ont leur propre réseau d'ONG. Les Français font de même et la plupart des pays aussi. Donc, ce qui se passe pendant la crise de 2009-2014, c'est, comme je vous le disais, la suspension de tous les financements internationaux, sauf ces financements humanitaires. Et qu'est-ce qui en résulte? Est-ce que vraiment, on s'est posé la question, la puissance du BNGRC, donc de l'État et du régime de transition donc de l'époque, va augmenter avec la gestion donc de cette ressource financière qui est aussi dans le contexte une ressource politique? Eh bien, nous avons découvert que non, pas vraiment, parce que les bailleurs de fonds, les partenaires internationaux ont tout de suite pris leurs dispositions pour que l'argent qui continue donc à être versé à Madagascar est dans un contexte de rapport de force entre les puissances très fort, puisque très vite, par exemple, les États-Unis peuvent montrer statistique en main qu'ils deviennent les premiers donateurs à Madagascar, ce qui est une première. Et on se rend compte que finalement, mis en place par le réseau onusien, un dispositif de contournement du BNGRC, de l'État et donc du régime en place, en fait, se met très très rapidement en place un dispositif ad hoc. Quel est ce dispositif? C'est un dispositif qui va verser les financements, qui va décaisser les financements, un peu comme un système, on peut dire, d'incrémentation, et qui va donc contourner le BNGRC pour s'adresser directement aux bénéficiaires. Quel est le résultat de cela? On peut le voir ça dans quelques instants, mais déjà, une question récurrente se pose dans tout le pays depuis toujours, mais devient beaucoup plus aiguë dans ce contexte de crise. Comment conjuguer la sortie de crise politique, le levier financier
et la demande de souveraineté. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un basculement de paradigme si on regarde, si on se projette vers l'avenir. En effet, les solidarités, transition financière et transition humanitaire deviennent étroitement liées. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, les solidarités, comme l'a bien expliqué Durkheim en son temps, à Madagascar en tout cas, existent les solidarités dites mécaniques, c'est-à-dire que dans la culture malgache, il y a ce qu'on appelle le fiavanana, c'est-à-dire la solidarité que l'on entretient donc entre communautés, entre familles, dans les groupes sociaux, et qui va se marier très bien avec l'aide caritative qui va se développer depuis plusieurs décennies. Nous avons une dynamique d'institutionnalisation sociale qui est très forte et qui répond aux crises, qui fait même de la prévention et notamment au sur-risque de crise politique. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi vu se développer, comme dans beaucoup d'autres sociétés, des solidarités organiques, c'est-à-dire un début de protection sociale, une réponse aux urgences comme le fait le BNGRC et comme le fait l'ARC par exemple, avec les États. Et ces réponses aux urgences permettent donc une réponse étatique, une réponse publique, une réponse qui ne soit pas liée aux communautés, ni aux quartiers, ni aux villages. Une réponse qui peut être éventuellement universelle. Et cette aide humanitaire que apporte en synergie ou à côté, les ONG et les multilatéraux, va se mettre en synergie donc avec cette action de l'État. Et on retrouve quelque chose de nouveau dans cette institutionnalisation qui pour le coup devient politique, c'est-à-dire une institutionnalisation qui fait que l'État se met en partenariat ou en synergie en termes financiers donc avec d'autres acteurs de l'humanitaire. Et le basculement de paradigme qui opère donc à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, en tout cas en ce qui concerne Madagascar, 10 années, depuis une décennie maintenant, c'est que les ONG n'ont pas forcément besoin de faire le bras de fer avec l'État, c'est le partenariat qui devient donc le modèle mis en avant et que chacun essaie de développer. La nouvelle voie assurantielle que nous retrouvons donc ici est une voie d'assurance multi-cible qui est à la fois une action de l'État comme une action donc d'autres acteurs de l'État. Et troisième point à souligner, donc l'institutionnalisation du marché avec l'apparition des acteurs privés d'assurance qui trouvent une nouvelle frontière dans ces marchés qui n'ont pas encore été exploités. Voilà donc la situation comme donc les grands groupes comme AXA le développent dans l'Afrique aujourd'hui. Voilà donc la situation aujourd'hui et je finirai cette mise en perspective en posant la question que nous nous sommes tous posés sur le terrain. Est-ce que tout ça implique résilience? Est-ce que tout ça implique développement pour le plus grand nombre dans le pays? Et je peux vous dire que nous n'avons pas fini de poser la question. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que tout l'argent qui est donné, qui circule, qui est décaissé, qui donc est disponible sur du temps court, du moyen terme, du long terme, qui n'est peut-être pas énorme, mais qui quand même est là, eh bien, on se rend compte qu'il est insuffisant, certes, qu'il n'y a pas assez de synergie, certainement aussi, mais qu'il y a un autre gros problème, c'est qu'en termes de décision, politique, qui prend la décision de l'utilisation de cet argent? Et le rôle du BNGRC, selon donc les textes en évolution aujourd'hui, puisque de nouveaux textes viennent d'être votés ces 2 dernières années, c'est de donner un rôle de coordination de l'aide internationale, en tout cas en ce qui concerne la façon d'agir, le modèle d'action avec les partenaires internationaux. Et donc de donner un rôle de coordination qui non seulement demande aux ONG de déclarer leurs intentions, donc on parle de plan de contingence, on peut le dire de différentes manières avec différentes appellations administratives, mais l'idée c'est que les ONG doivent informer le BNGRC de leurs intentions d'action, des financements qui vont être donc qui vont rentrer dans le pays et de comment cela est effectivement utilisé. Dans la réalité, le BNGRC est informé effectivement de tout cela, mais le BNGRC ne sait pas du tout après à quoi c'est utilisé. Ça en est là aujourd'hui et donc a des bribes d'informations, mais n'a pas les moyens de savoir. On parlait de contournement tout à l'heure et donc actuellement on peut dire que les acteurs
non étatiques sont dans cette logique de contournement, en tout cas en termes d'information et de partenariat avec la coordination. Sans doute parce qu'il y a une question de confiance qui est fondamentale, surtout en sortie de crise, et qui a besoin d'être retravaillée, à être remis sur le chantier. D'autre part, et enfin, on peut dire autre chose, c'est qu'il y a en même temps une nouvelle orientation du BNGRC avec les partenaires internationaux. Donc une institutionnalisation vers une transition financière qui permette de transformer les réponses à l'urgence en sécurisation humaine, en développement et développement durable. Alors pour l'instant, c'est un objectif de plus en plus formulé clairement et qui pose aussi la question des dynamiques de l'État en tant qu'acteur humanitaire. Donc ce sont des basculements de paradigme en fait sur la façon de travailler entre des modèles de partenariat entre les acteurs humanitaires non étatiques et les acteurs humanitaires publics, que ce soit l'État central, les collectivités territoriales ou autres établissements publics. Enfin, je finirai par ouvrir une piste qui s'ouvre d'ailleurs à tous les États aujourd'hui, et en particulier aux États aussi vulnérables aux crises climatiques comme aux crises politiques comme Madagascar, c'est qu'il y a au moins, nous le savons tous, deux types de réponses pour prévenir ces risques, tous ces risques et ce risque. Et donc, pour leur mise en œuvre, notamment pour des organismes opérationnels comme le BNGRC, qui sont le bras armé, si l'on peut dire, des politiques publiques de GRC. Et donc, il y a, vous le savez, la réponse providentielle d'un côté, la réponse libérale de l'autre. La réponse providentielle, quand elle est posée au niveau international, remet en question sur la façon, le paradigme avec lequel on va utiliser les aides internationales, comment on va les mobiliser, avec quels critères, jusqu'à quelle opérabilité, on peut dire, et la réponse libérale de l'autre côté, donc qui peut aussi permettre de structurer, de réguler un marché de la prévention des risques, comme nous parlions tout à l'heure, de différentes voies assurantielles. Les deux ne sont pas forcément antinomiques, mais chacun sait aussi les avantages et les inconvénients de chacun. Et c'est pour cela que sur le terrain aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que l'exigence éthique est plus ou moins forte, hein, selon les acteurs, selon les situations, en tout cas en termes de dialogue et de contribution aux politiques publiques nationales et internationales, parce que les décideurs n'ouvrent pas toujours le dialogue à tous les acteurs, ou alors tous les acteurs ne souhaitent pas toujours dialoguer avec les pouvoirs publics et préfèrent parfois la confrontation ou le contournement. En tout cas, pour conclure, nous posons la question, la recherche n'est pas finie, nous posons la question de ce nouveau paradigme, donc issu de ce basculement que nous avons constaté. Comme dit Machiavel, gouverner c'est prévoir, et gouverner c'est être capable de faire face aux incertitudes, à tout ce qui est imprévu. Mais j'ajouterai ce que disaient les antiques, Platon, c'est aussi surtout dans l'art de ne pas s'entretuer. Merci. Merci Christiane.